Bonjour Monsieur Koch, vous êtes consultant principal et inspecteur en ingénierie des systèmes et logiciels pour le DNVGL. Nous aimerions savoir de quoi dépend la sécurité du secteur maritime. En fait, aujourd'hui, le secteur maritime dépend de plus en plus des systèmes informatiques. Donc on distingue la sûreté de fonctionnement, qui s'occupe en fait en anglais on appelle la safety, donc de la sécurité des biens et des personnes, de la sécurité informatique, en anglais security, qui effectivement concerne la sécurité des systèmes d'information, aussi bien à bord qu'à terre. Et en ce moment, ce que l'on voit, c'est une explosion de ces systèmes d'information, aussi bien à bord qu'à terre. Et nos navires aujourd'hui, les navires de nos clients sont de plus en plus informatisés et les processus à terre sont de plus en plus informatisés. Et entre les armateurs, les ports, les autorités portuaires, leurs différents fournisseurs, les connexions informatiques sont de plus en plus nombreuses et permanentes. Et ça crée une nouvelle situation qu'on ne connaissait pas auparavant, où le danger, les risques de sécurité, les risques cyber aujourd'hui qu'on dit, sont de plus en plus présents. Quels sont les dangers ? Alors, ils sont de deux natures. En fait, la cybersécurité n'est pas compliquée en soi, mais elle touche de nombreux domaines. En fait, un premier domaine, par exemple, c'est la cybersécurité des systèmes à bord. À bord, il y a une partie informatique, on va dire, traditionnelle, comme il y aurait à terre dans les bureaux. Il y a des courriels, il y a des outils de gestion, il y a pour l'équipage ou les passagers, si c'est un bateau d'un navire passager. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'informatique opérationnelle ou l'informatique industrielle à bord, ce qui va concerner les propulseurs, les moteurs, la génération électrique, par exemple, ou bien les portes étanches. Tous les systèmes maritimes à bord, eh bien, ces deux catégories de systèmes sont vulnérables ou peuvent être vulnérables à des attaques informatiques, à des attaques cyber. Ces attaques-là peuvent résulter, comme il s'agit de systèmes maritimes, peuvent résulter en des atteintes aux biens ou aux personnes ou à l'environnement. Donc ça, c'est un premier niveau de risque. Et lorsqu'on s'attaque au système informatique traditionnel, à la gestion des équipages, là, les risques peuvent être des risques de perte de données, par exemple, de données confidentielles. L'Europe, aujourd'hui, est intransigeante sur le sujet. Ou bien, ça peut être des fraudes financières, des fraudes qui sont également dangereuses pour l'entreprise, directement financières ou par réputation. Avez-vous des exemples de menaces contre le navire, son équipage et son environnement ? Alors oui, en fait aujourd'hui, soit on a des experts, des chercheurs d'université qui ont fait la preuve théorique d'attaque, soit on a des attaques dans la vraie vie. C'est un petit peu dur de recenser les attaques, on sait qu'elles sont en augmentation, mais certains interlocuteurs pensent encore qu'il vaut mieux garder ces choses-là confidentielles. En réalité, la transparence, c'est ce qui nous protégera tous le mieux, parce que on connaît plus les menaces et on est mieux à même d'y aborder. Alors, quelques exemples d'attaques, par exemple, que les scientifiques font. Il y a un système à bord des navires qui s'appelle l'AIS, Automatic Identification System, qui permet de connaître la position de son navire et la position des autres navires autour de soi. Les chercheurs ont montré que ce système-là, aujourd'hui, avec les protocoles qu'il utilise, est facilement brouillable et facilement mystifiable, spoofing en anglais. Et en fait, on peut, soit en attaquant les systèmes à bord du navire, faire disparaître le navire des serveurs et il devient invisible, sauf pour les pirates. Soit, par exemple, si on attaque les serveurs, changer la position des autres navires autour de navires qu'on cherche à attaquer, par exemple. Ou déplacer la position du navire. Et si l'équipage a les yeux fixés sur l'écran et ne regarde pas son environnement extérieur,
il peut être amené à croire qu'il est ailleurs qu'il n'est, ou il peut être amené à croire que d'autres bateaux sont ailleurs qu'ils ne le sont. D'accord. C'est très dangereux, hein, c'est très dangereux si ça arrivait dans la vraie vie. Un autre exemple, c'est le GPS, le GPS que tout le monde a sur son téléphone. Les bateaux en ont aussi, et ils s'en appuient de plus en plus. Pour certains bateaux comme les vaisseaux de fourniture offshore, Offshore Supply Vessels, OSV en anglais, cette fonction est même critique. D'accord. Et il fut un temps où seuls les États étaient capables de brouiller ou de mystifier le système GPS. Mais aujourd'hui, cette technologie se répand et avec des équipements valant moins de 1000 $, un pirate aujourd'hui est capable de mystifier le signal GPS et de faire croire à un bateau qu'il est ailleurs qu'il ne l'est. Hein. Alors s'il est loin en mer, c'est pas dangereux. S'il est proche des côtes et proche des rochers, ça devient un autre problème. Alors, et puis à la vraie vie, hein, il y a un autre système qui s'appelle l'ECDIS, qui est le système de cartographie à bord, cartographie électronique. C'est un PC avec des cartes électroniques, hein, tout simplement, et dans lequel la position du navire est présentée. Et comme tout PC, il est vulnérable au rançongiciel, par exemple. Donc il y a eu une attaque à bord d'un bateau où le rançongiciel a fait disparaître l'ECDIS. Donc l'équipage s'est retrouvé sans carte électronique. Et si l'équipage n'a pas de carte de secours papier, par exemple, et s'il n'a pas une pratique maritime aguerrie en l'absence de ces systèmes informatiques, il est un peu embêté. D'accord. Donc ça c'est dans la vraie vie. Par exemple aussi, il y a eu des attaques sur des tableaux de bord, des tableaux électriques principaux, où la navigation a été attaquée et les pirates ont pris le contrôle de la navigation. Ils voulaient en fait amener le bateau pas loin de pirates pour prendre le contrôle du bateau et prendre sa cargaison. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais ça aurait pu être très grave. Alors, il y a d'autres attaques aussi qui visent plus la partie, on va dire, informatique à terre ou en mer. Par exemple, des hackers ont piraté le port d'Amsterdam, le système de gestion des conteneurs du port, et ont fait disparaître virtuellement les conteneurs comportant des substances illicites, ce qui permettait après aux pirates de venir chercher leurs produits dans des conteneurs que personne ne connaissait. Un autre exemple, c'est par exemple une société qui a vu apparaître des fausses factures, mais qui ressemblaient en tout point aux vraies, à l'exception du compte en banque des pirates. Donc, l'entreprise attaquée a payé en fait une facture, et la vraie entreprise qui avait fourni, en l'occurrence c'était un chargement de fuel pour un bateau, est arrivée quelques jours après avec la facture et ils ont dû payer 2 fois en fait. D'accord. Donc ça c'est un vrai problème. Maersk est une société qui a eu une grande volonté de transparence. Ils ont publié en fait ce qui leur est arrivé. Ils ont été victimes du virus vers NotPetya. C'était un dégât collatéral, c'était même pas eux la cible, mais ça leur a coûté toute leur infrastructure. En fait, l'infrastructure est tombée, ils ont perdu plus de 4000 serveurs, presque 20 000 PC. Ça leur a coûté un temps fou pour remonter tout ça. Ils ont travaillé comme des fous pour maintenir les terminaux opérationnels et continuer à exploiter et à servir leurs clients. En tout, ils estiment que ça leur a coûté 200 à 300 millions de dollars. D'accord. Et ils ont eu effectivement la volonté d'être transparents et d'expliquer qu'aujourd'hui, les risques cyber, c'est quelque chose de présent aujourd'hui et qui va s'augmenter dans le futur. Quels sont les risques pour l'entreprise? Alors, les risques, en fait, sont... les risques sont de plusieurs sortes. Il y a le risque financier, bien sûr. La bottom line est importante. Il y a un risque sur la sûreté des biens et des personnes, il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, on a eu la chance jusqu'à présent de ne pas avoir d'incident cyber qui ait mis directement en danger les biens et les personnes. Mais vu la complexité des systèmes et vu l'interconnexion, si on ne fait pas attention, ça peut arriver. Et c'est quelque chose qu'il faut
se prémunir. Et puis il y a le risque de réputation. Alors c'est important parce que être victime d'une attaque informatique, en termes de communication de crise, si c'est bien géré, le risque de réputation est minime, mais si c'est mal géré, c'est une situation dans laquelle vos clients ne vont plus vous faire confiance, vos fournisseurs non plus, vous êtes dans une situation dramatique d'un point de vue réputationnel. Qu'en est-il des règlements maritimes internationaux au niveau de la cybersécurité ? Alors, aujourd'hui, on va dire que c'est un chantier en cours. Hein, véritablement, c'est un chantier en cours. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, ou l'AMO en français, en anglais, a mis en place des recommandations. Hein, c'est pas encore des prescriptions, des recommandations. Il y a une résolution, en termes techniques, c'est l'OMI MSC 428, entre parenthèses 98, qui recommande que le système de gestion de la sécurité doit prendre en compte la gestion de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, à bord des navires, il y a un système de gestion de la sécurité, hein, par exemple en cas d'attaque de pirates ou en cas d'attaque de passagers, enfin tout ce qui peut arriver en termes de sécurité normale. Et bien maintenant, la cybersécurité doit être inclue dans le système de gestion de sécurité du navire. Et il y a un ensemble de bonnes pratiques, on va dire très générales. La circulaire FAL.circulaire 3 qui demande d'identifier les menaces, de protéger les systèmes, de détecter une attaque éventuelle et de remédier à une attaque éventuelle. Mais ça reste général. Et puis malheureusement, c'est une simple recommandation. Donc il n'y a pas encore de prescription. Alors sur cette base, en fait, la question se pose en disant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à terre? Qu'est-ce qu'on fait en mer? C'est quoi le besoin? Quelles sont les prescriptions des pavillons nationaux? Alors, en fait, les différents pays réglementent les navires en mer au travers de la notion de pavillon. Et chaque pavillon, en fait, va... dont le pavillon français ou les pavillons français, il y a le pavillon de la France et le pavillon des îles Kerguelen. Chaque pavillon va mettre en place soit des recommandations, soit des prescriptions pour différents domaines, dont la cybersécurité. Alors pour ce qui nous concerne, d'abord au niveau européen, il y a le règlement pour la protection, il y a la directive pour la protection des données personnelles. Donc ça, c'est une directive qui est applicable à tous les navires qui ont un équipage en partie européen ou qui transportent des passagers en partie européen. Donc c'est une directive de portée mondiale et qui s'applique. Donc ça veut dire que les systèmes d'information qui hébergent des données confidentielles doivent être sécurisés de façon à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de divulgation de ces données personnelles. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et puis, pour les installations à terre, pour les installations portuaires, pour les installations qui offrent des services aux navires, l'Europe a mis en place une directive, techniquement c'est la directive 2016-1148, dite NIS, pour un haut niveau commun de sécurité. Ça, c'est valable uniquement à terre. Ceci étant dit, on ne peut pas considérer la cybersécurité comme ne concernant que les navires. Donc ça, c'est très intéressant que l'Europe regarde déjà les installations à terre. En France, le règlement français exige une évaluation des risques cyber. Donc ça, c'est un premier point qui est positif, c'est-à-dire que les armateurs doivent savoir quels sont les risques cyber. Après, ce qu'ils en font, c'est un autre débat, et il y a des préconisations de l'ANSSI et du ministère de la Mer et de l'Environnement concernant des bonnes pratiques de cybersécurité à mettre en œuvre. Le point essentiel, c'est cette analyse de risque. D'autres pays, comme par exemple le pavillon américain, requièrent
l'information des incidents cyber. Par exemple, si vous arrive un incident cyber à bord de votre bateau, donc et que vous êtes sous pavillon américain, les US Coast Guard exigent que vous rapportiez l'incident. D'accord, donc ça c'est un point intéressant aussi. Donc ça, dans une volonté de transparence. Après, certains pavillons, comme le pavillon de Hong Kong par exemple, vont transformer la recommandation de l'OMI en une prescription. C'est-à-dire qu'ils transforment ce que l'OMI recommande en une exigence au 1er janvier 2020. Par exemple, là, ça va devenir obligatoire de mettre en œuvre l'OMI. Et d'autres pavillons font de même. Quelles sont les recommandations de DNVGL? Alors, en fait, nous, l'idée de base, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. Il y a l'OMI qui a mis en place ces recommandations. Il y a un organisme qui s'appelle le BIMCO. Donc, on dit BIMCO maintenant tout simplement, mais autrefois ça voulait dire Baltic and International Maritime Council, donc une organisation maritime qui a mis en place des préconisations, d'accord, encore d'un certain haut niveau. Et sur ces recommandations-là, et également en s'appuyant sur des standards industriels comme l'IEC et l'ISO, alors deux normes qu'on va citer, la 27001 et l'IEC 62443. Donc DNVGL a mis en place un guide de bonne pratique pour l'exploitation des navires et la résilience en cybersécurité, a mis en place une notation de classe additionnelle sur les navires. Alors ça c'est une pratique maritime la notation de classe, ça permet tout de suite de voir pour qui est armateur ou qui est chantier naval, quelles sont les qualités, les caractéristiques d'un bateau. Et donc avoir une notation de classe additionnelle, ça permet de savoir que ce bateau va avoir des qualités de résilience en cybersécurité. Et on a mis différents niveaux. On a mis 3 niveaux, où on va mettre 3 niveaux de cybersécurité en fonction du risque, de l'analyse du risque dont on parlait plus avant. Et également, pour les fournisseurs et à destination des fournisseurs, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle une approbation de type en cybersécurité, de façon à ce qu'il y ait une sorte de pré-approbation. Le chantier naval, en fait, va pouvoir choisir des fournisseurs dont il sait que les systèmes sont déjà sécurisés, en fait, en partie. Après, bon, il faut que le chantier et l'armateur fassent leur travail, mais il y a un travail qui aura été fait au niveau du fournisseur. Comment DNVGL aide ses clients du secteur maritime à améliorer leur capacité de cyber-résilience? Alors, en fait, le problème cyber, c'est un problème systémique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer que le problème cyber, c'est comme une chaîne, et que comme une chaîne, le maillon le plus faible est celui qui va casser, d'accord ? Et donc il faut traiter en fait 3 domaines distincts, et en les séparant bien, ça rend chaque domaine traitable, d'accord. Alors il y a le domaine de la technologie, bien sûr, donc il faut que les systèmes à bord soient conçus correctement, les systèmes à terre aussi, les interfaces entre les systèmes aussi, très important. Et la conception des systèmes repose sur un principe, c'est la défense dans la profondeur, c'est-à-dire que une pénétration d'un système ne doit pas mettre en danger les systèmes voisins. Donc ça c'est le principal intérêt de la technologie. Également on peut aller dans les détails, il y aurait de nombreuses choses à dire, mais plus les risques sont élevés, plus on peut être amené à ajouter des moyens d'action en cybersécurité, comme par exemple la détection des intrusions, comme également le suivi de ce qui se passe à bord. Donc s'il y a un fonctionnement un peu anormal, on va le détecter par exemple. D'accord ? Au minimum, avoir une stratégie de sauvegarde et de restauration. D'accord ? Après, il y a la question des processus. En fait, un système s'appuie sur un processus, donc le processus à terre, le processus en mer, le processus avec les fournisseurs, la chaîne logistique.
Partout dans ces processus, il peut y avoir des failles. Par exemple, un fournisseur vous fournit un système à base de PC et ce système est muni d'un système d'exploitation très connu, d'accord? Et ce système d'exploitation très connu a de nombreuses vulnérabilités, d'accord? Et on en détecte toujours des nouvelles. Il est très important que le chantier, l'armateur et le fournisseur se mettent d'accord sur comment régulièrement mettre à jour le système d'exploitation ou éventuellement en changer quand il est devenu obsolète, de façon à ce que les vulnérabilités soient corrigées le plus vite possible. On parlait de Maersk tout à l'heure. Maersk en fait a été attaqué en juin et la vulnérabilité avait été corrigée par le fournisseur du système d'exploitation en mars. Donc il y avait une fenêtre. Si Maersk avait corrigé, bon, ils n'ont pas eu le temps, ils ont pas pu, voilà. Mais s'ils avaient corrigé, ils n'auraient pas été vulnérables à cette attaque particulière. Donc ça, c'est un exemple où les processus sont très importants, de façon à ce que on s'assure qu'il n'y ait pas de matériel obsolète à bord, il n'y a pas de matériel qui ne soit pas mis à jour, les gens sont bien conscients de ce qui se passe et que le processus se déroule correctement. Également un processus important, le processus de détection et de rapport des incidents. S'il y a un incident cyber, il faut le rapporter. Plus on le rapporte tôt, moins les dégâts seront importants. Donc le processus est très important. Ce qui nous amène à la troisième partie, c'est les personnes. Les personnes font partie du système, des systèmes, et il faut sensibiliser et former les personnes. Les personnes sont des victimes. Elles ne commettent pas de faute en cybersécurité, elles vont être victimes d'une attaque de phishing ou d'une attaque de spamming, d'accord? Et il faut les sensibiliser, les former, avoir les former à cela, et pour vos experts en cybersécurité, avoir des compétences spéciales pour détecter et limiter les dégâts. Donc cette partie humaine est très importante. Et DNV peut assister ses clients à la mise en œuvre et à l'amélioration de tous ces domaines-là. En pratique, l'idée c'est de commencer par regarder les pratiques recommandées de DNV-IGL, faire par exemple une évaluation des écarts, ce qu'on appelle une évaluation des écarts. Alors sur un périmètre, ça peut être un périmètre purement maritime ou un périmètre étendu avec la partie maritime, la partie terrestre, suivant le besoin. On peut être sur un bateau en construction, ou on peut être sur un bateau en exploitation. Et une fois cette analyse d'écart qui est faite, l'armateur ou le chantier va, avec les fournisseurs, améliorer les processus, les systèmes et sensibiliser les personnes. Et là, une fois que c'est fait, on revient et on va, par exemple, fournir une notation de classe sur le bateau. Et ça va prouver à tout le monde que ce bateau a atteint un certain niveau de cybersécurité. Et si on fait la même chose à terre, on peut délivrer un certificat ISO 27001 pour dire que les processus, les personnes, les systèmes sont sécurisés à terre. Et si vous avez les deux, eh bien vous avez un système entièrement protégé. Très bien. Dernière chose, le risque zéro n'existe pas. D'accord? Donc l'analyse de risque va dire ces risques très élevés, je vais les mitiger. Et l'analyse de risque va également dire, ces risques-là, je vais les accepter. En cybersécurité, ça évolue tellement vite, on ne peut pas tout gérer, le risque zéro n'existe pas, mais on peut mitiger les plus gros risques et de faire en sorte que l'impact d'une attaque cybersécurité soit beaucoup moins importante qu'elle ne l'aurait été autrement. Merci beaucoup, Monsieur Koch.